Pendant que le chef de l'État est occupé à trouver une solution pour l'Ukraine, Charlotte Dornelas, beaucoup ont le regard tourné vers l'Algérie et se demandent comment le président Emmanuel Macron peut faire preuve d'une si grande faiblesse, car il a à nouveau désavoué Bruno Retailleau. Alors, c'est vrai que c'est un commentaire qu'on entend et qu'on entend de plus en plus souvent. L'opposition, on va dire, entre les deux dossiers internationaux qui s'imposent à nous. Et il naît d'une idée simple, on va dire, la force attachée dans certains cas devient faiblesse dans d'autres, dans l'observation que nous avons. Et à vrai dire, c'est vrai en politique internationale, de manière générale, même si je mets de côté le dossier ukrainien en ce moment. Nous avons des responsables politiques qui sont capables d'insulter certains dirigeants et d'être d'une extrême faiblesse envers d'autres, tout simplement, en général, quand ils sont en désaccord politique profond, quand préalablement ils les ont accusés d'être d'extrême droite, d'être populistes. On se souvient de la lèpre populiste, on se souvient même du ministre de l'Intérieur qui provoquait un incident diplomatique avec l'Italie, Meloni à peine élue. Donc il y a des mots extrêmement durs que nous sommes capables d'avoir, notamment sur le terrain diplomatique. Mais c'est vrai dans de nombreuses autres situations. On voit parfois une incompréhension immense devant un parterre de gens qui prend le parti du délinquant contre le policier, du trafiquant contre le citoyen normal. Hein. Vous savez, c'est cette idée générale de moi, en fait, je dépasse de 10 km sur la route la limitation de vitesse. Et alors là, on me retrouve en permanence. C'est lancinant quand même dans le discours des uns et des autres. De l'étranger contre le citoyen, du militant d'extrême gauche violent à qui on pardonne tout, contre le militant d'extrême droite à qui l'on ne pardonne rien, même quand il n'y a pas de violence. Et en effet, vous évoquiez initialement la question des frontières et du nationalisme ukrainien qui est défendu jusqu'ici, alors que l'idée même de défendre des frontières ou de revendiquer une appartenance nationale est déjà suspect ici. Et il y a en plus, et alors là sur le parallèle entre le dossier ukrainien et le dossier algérien, deux choses. D'abord, le dossier ukrainien se règle à un niveau supranational, sur le niveau européen. Donc on a l'impression d'un président de la République extrêmement investi dans le domaine supranational et beaucoup moins au niveau national, avec cette idée persistante que sur l'Ukraine, nous avons besoin d'être nombreux à nous mettre d'accord, et on voit combien c'est compliqué, alors que sur le dossier algérien, étant donné que ce sont des accords bilatéraux, il suffirait que le président de la République soit tout simplement d'accord avec le ministre de l'Intérieur, ce qui paraît un peu plus facile à mettre en place ces derniers temps. Et quand on dit Emmanuel Macron est extrêmement pris sur le dossier ukrainien, on comprend qu'il a quand même le temps de désavouer et son Premier ministre et son ministre de l'Intérieur. Ça lui prendrait pas beaucoup plus de temps de ne pas le faire, si vous voyez ce que je veux dire. Maintenant, dans le cas qui nous occupe, c'est-à-dire la comparaison entre les deux, l'opposition n'est pas, je vous le disais, elle est révélatrice, mais elle n'est pas absolument convaincante. Pourquoi ? Il est évidemment normal que les dirigeants européens cherchent une réponse au retrait américain qui interroge de facto la sécurité et la question de la défense européenne. Et on le voit, ça provoque des débats. Est-ce que c'est une sécurité des nations en Europe ? Est-ce que c'est une coopération des nations ? Est-ce que c'est un saut fédéral sur la défense européenne ? Tout ça provoque des débats et il est normal que nous les ayons. Simplement, on aimerait que d'autres menaces qui existent bel et bien dans le pays ne soient pas balayées d'un revers de main au prétexte d'une menace, elle, beaucoup plus lointaine dans le quotidien des Français. Je ne dis pas qu'elle n'existe pas, je dis juste qu'elle est lointaine. Vous savez, c'est un peu cette idée pendant les campagnes, on nous explique, mais pourquoi vous nous parlez d'immigration ? Le sujet qui intéresse les Français, c'est le pouvoir d'achat. Comme si nous étions des êtres d'un sujet dans la vie. On a un sujet, on n'en a pas deux. Hein. On n'a pas deux inquiétudes ou deux demandes à faire aux politiques. Non, on en a un. Vous en choisissez un et vous pouvez être d'accord avec rien. Là, c'est un peu la même idée. Et pour le dire plus simplement, les mauvaises relations avec l'Algérie, notamment sur la question de reprendre ou non les ressortissants, ont fait des morts très concrets ces derniers mois, ce que n'a pas fait l'armée russe en France. En France, j'insiste, et il y a encore une demande nationale des Français à l'égard de leurs propres dirigeants. Ça existe encore. Et c'est cette réalité, évidemment, que l'on retrouve derrière l'objection grandissante qui culmine au moment où, en effet, Emmanuel Macron semble désavouer et mettre vraiment du cœur à désavouer la politique défendue par son ministre de l'Intérieur.
Emmanuel Macron s'est à nouveau exprimé sur le sujet. Qu'est-ce qu'on apprend de plus? On a des confirmations, parce qu'on avait déjà eu ces idées-là, mais qui sont pour le moins inquiétantes. On a Emmanuel Macron qui acte le danger qui pèse sur les Français. Il le reconnaît, ce danger-là. Je le cite, « La sécurité des Français est au-dessus de tout. Je veux protéger les Français. Je pense que le gouvernement a la même priorité. L'attentat de Mulhouse était un vrai cas de dysfonctionnement. Il y a bien quelque chose qui ne va pas et qui provoque, en l'occurrence, un mort et des blessés. Je veux des résultats, dit-il. Il faut que tous les gens identifiés comme dangereux soient repris, qu'il a le même but apparemment, et il faut que l'Algérie prenne ses responsabilités sur la situation de Boualem Sansal. Mais comment? Alors là, Dieu seul le sait, puisque le constat est le même que son gouvernement, en effet. Et ensuite, il refuse le durcissement voulu par son gouvernement, à savoir un ultimatum lancé sur une liste d'une trentaine de ressortissants dangereux que l'Algérie devrait reprendre. C'est tout. C'est tout. Là, ces derniers jours, c'est tout. Donc il nous dit, il veut en effet que ça se fasse, mais pas de la manière dont l'a dit le gouvernement. D'ailleurs, il explique que sur les OQTF, c'est pas si mal que ça avec l'Algérie. On a des problèmes avec d'autres pays, mais c'est pas si mal avec l'Algérie, nous précise-t-il en passant. Et il dit, ce qu'on a acté avec le président Tebboune en 2022, c'est la modernisation des accords de 68. Je suis totalement favorable, non pas à le dénoncer, mais à le renégocier. Alors, le problème, c'est que avec le président Tebboune en 2022, ils avaient aussi acté, par exemple, une visite du président Tebboune en France qui a été remise en permanence au calende grec en raison des biens, vous savez, d'Abdelkader. On en avait déjà parlé, que l'Algérie revendique alors que c'est un cadeau des petits-enfants d'Abdelkader à la France. C'est quand même original, on n'a jamais répondu, mais il n'est toujours pas venu. Donc, qu'est-ce qui est acté exactement avec le président Tebboune, qui a par ailleurs rappelé l'ambassadeur au moment de la reconnaissance du Sahara occidental, par exemple, ambassadeur que nous n'avons toujours pas. Donc, qu'est-ce qui est acté exactement sur le long terme avec le président Tebboune? On ne le sait pas non plus. Et le pragmatisme, nous dit le président de la République, s'est engagé un dialogue exigeant et respectueux. On en revient au même point. Pour dialoguer de manière exigeante et respectueuse, il faut être deux à le vouloir. Et cette position, c'est pas simplement un désaccord politique, il pourrait expliquer pourquoi il ne veut pas renégocier les accords de 68 pour telle et telle raison, ils sont bénéfiques là-dessus et tout. Non, et là c'est l'entourage du président de la République qui nous explique. Et c'est évidemment le plus grave. Il pourrait y avoir un désaccord avec Emmanuel Macron, pas très grave, il y en a beaucoup, en ce qui me concerne en tout cas, c'est pas très grave. Mais c'est la raison que donne son entourage. Dans l'immédiat, disent-ils, on craint surtout les réactions de la diaspora algérienne présente en France, qui pourrait, je cite, casser la baraque, dans un écho aux propos violents tenus sur les réseaux sociaux par des influenceurs inféodés au régime d'Alger. Et un ministre de confirmer, ouvrez les guillemets cette fois-ci, parce que l'avant c'était le journaliste qui racontait ce que disait l'entourage, le président a toujours été en désaccord avec le choix du rapport de force parce qu'il y a une grosse communauté algérienne en France et qu'il est influencé par la ligne du Quai d'Orsay. Donc personne n'a l'air de réaliser la gravité des propos qui sont tenus au plus haut sommet de l'État, parce qu'on parle beaucoup d'ingérence, notamment vis-à-vis de la Russie, mais là je ne sais pas comment ça s'appelle. Je ne sais pas comment ça s'appelle, si ça ne s'appelle pas de l'ingérence en réalité, et de manière relativement inquiétante. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a de si inquiétant, selon vous, dans une telle prudence affichée par un gouvernement qui veut peut-être éviter les tensions? On va refaire l'histoire telle qu'elle et très simplement. La France et l'Algérie ont signé un accord, les accords de 68 en l'occurrence, qui facilite la circulation, le séjour et l'emploi des Algériens en France. Là-dessus, c'est factuel, tout le monde sera d'accord. Il y a donc, notamment par le biais de ces accords, une grosse communauté algérienne en France, communauté qui est composée d'Algériens, de Franco-Algériens et de Français d'origine algérienne. Tout ça composant la communauté algérienne dont nous parlent les gens du gouvernement. Il y a malgré tout des ressortissants algériens qui sont présents de manière illégale en France. Et il y a parmi eux des gens dangereux que la France a identifiés, qu'elle veut expulser, et elle demande à l'Algérie de les reprendre. Voilà pour le topo. L'Algérie refuse de les reprendre. Le gouvernement demande à ce qu'ils soient repris par souci de la sécurité des Français. On est toujours d'accord là-dessus. Et sans cette coopération, le gouvernement dit, sans cette coopération, on pourrait rendre plus difficile la circulation des Algériens en France et donc rendre plus difficile le fait de grossir la communauté algérienne qui est en France, accessoirement. Et que nous dit l'entourage du président? On ne peut pas jouer ce rapport de force en raison de la réaction présumée de la communauté algérienne en question, que par ailleurs on continue à faire grossir par le biais d'accords qu'on ne veut pas renégocier. Donc en fait, cette communauté, dans la tête de l'entourage du président de la République, elle fait peur. Elle fait peur pourquoi? Parce qu'elle est potentiellement mobilisable par un gouvernement étranger, en l'occurrence hostile ces derniers jours. Et que nous dit-on? Surtout on n'y touche pas et on continue
à la renforcer, cette communauté, par le biais des accords qui permettent aux Algériens de venir plus facilement que les autres. Et on refuse de faire ce bras de fer. Le résumé est simple. Hier, on avait un macroniste qui nous expliquait que la communauté algérienne était potentiellement une force électorale intéressante. Aujourd'hui, qu'il s'agit d'une force mobilisable par un gouvernement étranger et qu'il faut donc rester discret. Je pense que depuis longtemps, on n'avait pas eu une définition aussi précise d'une ingérence inquiétante. Qu'un gouvernement étranger puisse provoquer des émeutes dans notre pays, ça s'appelle littéralement une possibilité d'ingérence un peu plus que 3 comptes TikTok, me semble-t-il.